Tu veux découvrir le pouvoir des plantes? Tu aimerais savoir comment préparer des remèdes pour petits maux du quotidien ou fabriquer des potions bien-être et beauté au naturel? Tu souhaites tout simplement te connecter ou te reconnecter à la magie du monde végétal? Alors viens, je t'emmène avec moi au pays des merveilles de la nature, des plantes et de leurs mystères. Je te présente Sorcière en herbe, notre rendez-vous de contes végétaux. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes. Les plantes et leurs pouvoirs guérisseurs m'ont toujours fascinée et passionnée. Je suis consultante Feng Shui et diplômée de phyto et aromathérapie. Je suis l'autrice également de chroniques et du livre Les tétons flingueurs, un cancer ça change la vie, publié aux éditions Kawa. Dans cet épisode, je vais te parler de 3 plantes qui boostent notre quotidien. 3 plantes qui agissent sur le système nerveux central et qui font partie, pour la plupart d'entre nous, de notre vie de tous les jours, ou quand notre nourriture et aussi notre médecine. Toutes les 3 plantes sont d'origine exotique, importées de contrées lointaines pour devenir des incontournables du quotidien. Elles sont aussi prisées dans le monde entier. Mais connais-tu toutes leurs vertus, leurs formes et les idées reçues aussi? C'est ce que je vais essayer de te transmettre dans ce nouvel épisode de Sorcière en herbe. Le café, ou caféier pour commencer, Coffea arabica, de la famille des rubiacées. Il est originaire d'Éthiopie. Sa consommation s'étendait dans toute l'Arabie bien avant d'arriver à Venise en 1554. Ce sont les moines qui, les premiers, ont commencé à consommer du café pour avoir l'esprit clair. À partir de ce deuxième plus grand port de l'époque, le café a pu conquérir toute l'Europe au XVIIe siècle. Au même moment, le mot café apparaît en français et par la même occasion en latin moderne, coffea. Le mot café est issu, comme toutes ses traductions dans le monde, du mot arabe qahwaou, qui signifie, selon les traductions, ce qui ravit et incite à l'envol, ou vin qui stimule l'appétit. Le caféier est un petit arbre de 3 à 8 mètres qui aime les sous-bois des forêts d'altitude de l'Éthiopie, du Soudan du Sud et du nord du Kenya. De là, il aurait migré au Yémen pour y être cultivé sans pouvoir dater cette implantation avec précision. Beaucoup d'histoires circulent autour de la découverte du café, dont une qui revient souvent dans la littérature et qui relate l'histoire d'un berger dont les chèvres auraient consommé les fruits du caféier. Ces dernières auraient alors gagné en tonus et en vivacité, intriguant ainsi Kaldi, le berger d'origine d'Abyssine. Mais la légende la plus romantique nous vient d'un manuscrit arabe dont j'ai trouvé l'histoire dans l'excellent livre de Jacques Florentin sur l'usage des plantes qui soignent. On raconte qu'Omar était tombé fou amoureux de la fille du calife de Mokka, ou Mocha, une ville portuaire de la mer Rouge. Ce dernier, mécontent, le chassa de la ville car jugé indigne pour sa fille. Il erra des jours et des nuits, tourmenté par la faim, et il pria les cieux et Dieu de lui venir en aide et de le sauver d'un destin tragique. C'est là qu'il remarqua un oiseau au gazouillis exquis, en plein désert, perché sur un arbuste. Intrigué, Omar s'approcha de lui et découvrit les fleurs parfumées et les baies rouges du caféier qu'il consomma et le sauva d'une faim funeste. Un jour, un vieux pèlerin malade et fatigué trouva refuge dans la grotte qui servait d'habitation à Omar. Ce dernier lui offrit son breuvage fait de graines de café vert infusées dans de l'eau. Guéri par ce remède miraculeux, le vieil homme en retourna à Mokka, raconta son histoire au calife. Et ainsi est née la légende du café et Omar retrouva tous les honneurs de sa ville. Tu l'auras remarqué, on parle de la ville de Mocha, ou Mokka, qui donna son nom à une variété de café, Mocha, d'origine éthiopienne.
Pour consommer du café, on utilise les graines mûres rouges débarrassées de leur peau ou tégument. Le café est vert avant torréfaction et c'est lors de cette première transformation qu'il dégage tous ses arômes, plus de 500 molécules aromatiques libérées à 200 degrés. Et il fournit le café noir qui, une fois moulu et percolé, nous offre l'une des boissons les plus connues et les plus appréciées au monde. La torréfaction fut découverte grâce à l'étourderie d'un moine qui, en voulant sécher les baies de caféier vertes, les oublia sur le feu. Il remarqua que la grillade n'avait en rien enlevé les vertus revigorantes et avait au contraire exalté tous les parfums et arômes du café. De nos jours, on a démontré les propriétés stimulantes et amincissantes du café. Le café, pris par voie orale, donne vigueur et renforce la vitalité par son action stimulante sur le système nerveux central. Il diminue la sensation de fatigue, il stimule l'éveil et favorise l'idéation ou les facultés intellectuelles si tu préfères. Le café renforce le cœur et augmente le débit cardiaque. Il stimule légèrement les reins et il est diurétique. Hypertenseur, le café peut être conseillé en cas d'hypotension avec faiblesse et vertige en station debout, voire évanouissement. Le café vert est frais, à la saveur douce et légèrement végétale, un peu comme le thé vert. Son effet stimulant est moins excitant que le café noir. Il augmente la capacité de concentration sans énerver. Il favorise le transit intestinal et l'élimination des toxines par le foie. Il est souvent conseillé ou rajouté à des compléments alimentaires dits amincissants pour son action brûle-graisse et diurétique. On le trouve en boutique bio, en ligne, en grains, en poudre comme en infusette. Le café par voie locale ou en massage local stimule la lipolyse au niveau des cellules graisseuses et favorise la disparition des adipocytes, donc de la cellulite. D'où la présence justifiée de caféine dans les crèmes amincissantes. Et je recommande les plus concentrées en caféine, environ 5% dans leur formule. Et puis, il y a les recettes maison que je te partagerai sur mon compte Instagram Magie Verte, sorcière en herbe. Pour ce qui est des gélules de café, souvent du café vert, on va le prendre donc par voie orale et on ne dépassera pas les 500 mg de poudre par jour. Il n'y a pas de contre-indication aux doses énoncées. Toutefois, il faut savoir que la prise de café à forte dose provoque nervosité, irritabilité, insomnie, voire tremblement. Il peut nuire à l'absorption aussi du fer et à l'assimilation du calcium. Donc à éviter juste après les repas, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. À éviter bien sûr le soir et on n'administre pas de café aux enfants de moins de 14 ans. Place au thé maintenant. Camellia sinensis, de la famille des théacées. Sinensis signifie Chine. On pourrait donc traduire son nom latin par Camellia de Chine. Le thé a été découvert en Chine il y a plus de 5000 ans et beaucoup de légendes relatent la trouvaille. Il y a une première histoire qui parle d'un empereur qui était à la fois empereur et phytothérapeute et qui a découvert ces feuilles un petit peu par hasard en voulant d'abord s'empoisonner et chercher un antidote. C'était sa manière à lui de faire des découvertes scientifiques. Et l'autre légende concerne Bouddha lui-même. Le thé fut d'abord une plante médicinale avant de devenir une boisson pour tout le monde et pour tous les jours au IIIe siècle. Les premiers théiers cultivés au Japon remontent au IXe siècle et beaucoup plus tard arriveront les théiers cultivés en Inde, soit au XIXe siècle. Le thé est récolté sur les plants âgés de 3 à 5 ans en moyenne, sur lesquels on prélève les bourgeons non épanouis et les jeunes pousses de feuilles. Un adage désigne une belle cueillette par 2 leaves and a bud. En français,
2 feuilles et un bourgeon. Le thé vert est originaire d'Asie et c'est la boisson stimulante et tonique la plus consommée au monde. L'infusion des feuilles séchées donne une légère couleur jaune pâle à l'eau chaude. La fermentation et la torréfaction de ces dernières permettent d'obtenir le thé dit noir ou rouge, car cette infusion est rouge brunâtre. Le thé vert a la saveur végétale et obtenu à partir de feuilles roulées et séchées et il contient au minimum 2% de caféine. Le thé noir, quant à lui, est roulé, fermenté pendant plusieurs heures à 24 degrés, puis séché à l'air chaud et il contient, quant à lui, 4% de caféine. Ce procédé permet la formation des arômes. Il existe aussi le thé blanc et délicat naturellement oxydé, le thé jaune, dit impérial, légèrement fermenté, le thé bleu-vert semi-oxydé entre thé vert et thé rouge ou thé noir, le thé vintage, c'est le fameux thé noir pure air qui se bonifie avec le temps et s'affine des années en cave. Il y a aussi le fameux thé fumé Lapsang Souchong et le thé sencha et matcha qui nous vient du Japon. Le thé a des propriétés uniques. Il contient une grande quantité de polyphénol, de la vitamine C et de la vitamine B et du fluor ou des fluorures, de la catéchine et des acides aminés. L'effet du thé est relaxant. Il provient également de la théanine, présente seulement dans le thé et qui a pour effet de détendre le cerveau. Boire un thé permet d'augmenter sa concentration et sa vigilance sur une période plus longue, sans pour autant être énervé. Le thé a d'ailleurs été découvert et développé par des moines qui appréciaient ses effets stimulants pour méditer plus longtemps. Le thé est réputé et démontré pour être un stimulant et tonique du système nerveux central, puisqu'il favorise l'éveil, augmente la concentration intellectuelle et les capacités physiques. Grâce à sa teneur en L-théanine, surtout dans le thé vert, il protège le cerveau et accroît les niveaux de dopamine et de sérotonine. Diurétique et antidiarrhéique, les polyphénols sont antivéraux et antibactériens et soulagent des diarrhées légères. Il est aussi antiradicalaire et antimutagène. Il a été démontré en laboratoire que les extraits de thé ont une activité fortement antioxydante et piégeur des radicaux libres. Le thé vert limite l'absorption du cholestérol au niveau de l'intestin. Ce qu'on appelle en fait théine n'est ni plus ni moins que de la caféine et elle est de la même nature que cette dernière. Cependant, grâce à la présence d'éthanins dans le thé, l'absorption de la caféine est lissée dans le temps. Si le café donne un coup de fouet rapide et souvent excitant, le thé a en effet stimulant et longue durée de 3 à 6 heures. Il n'y a aucune contre-indication majeure. Il faut toutefois savoir que l'infusion de thé inhibe l'absorption du fer, donc à boire de préférence à distance des repas. On évitera aussi le thé en cas d'anémie avérée. Ne pas dépasser en extrait poudre, c'est-à-dire en gélule, les 0,4 g par jour de thé. Autre chose à savoir très intéressante sur le thé, et souvent ce sont des idées reçues. Un thé fort en théine est un thé qui ne doit pas infuser plus de 2-3 minutes. Le thé médicinal, pour soulager une diarrhée par exemple, est un thé noir que l'on laissera infuser une quinzaine de minutes. Les tanins en grande quantité vont inhiber l'absorption de la théine. Aucun effet stimulant donc, et ça peut être administré à un enfant qui a la diarrhée, et même le soir. Ce qui permet aussi la réhydratation et va contribuer à nettoyer les intestins et arrêter la diarrhée. Le meilleur moyen de boire un thé sans théine et sans l'amertume tannique due à une longue infusion consiste à réaliser une première infusion de 2 minutes, de jeter cette première eau qui contiendra
une grande majorité de la caféine et de remettre de l'eau chaude. Ce thé sera léger au goût, comme en théine. Thé citron, thé au lait et bye-bye les polyphénols responsables des qualités antioxydantes si recherchées du thé. Le thé se boit nature et de préférence sans sucre. La qualité de l'eau est bien sûr déterminante pour obtenir un très bon thé. Il vaut mieux opter pour une eau filtrée et peu minéralisée. Et pour finir, le cacao ou le cacaoyer. Theobroma cacao de la famille des Sterculiaceae. Il est originaire de la Haute-Amazonie. Le cacaoyer était cultivé et consommé par les civilisations précolombiennes, des Olmèques aux Aztèques, en passant par les Mayas. Ils ont torréfié les graines et formé une pâte avec laquelle ils préparaient des boissons stimulantes et aphrodisiaques. Son nom botanique, composé de 2 mots d'origine grecque, théo, qui veut dire Dieu, et broma, nourriture, signifie en fait nourriture des dieux. Le cacao était sacré et encore aujourd'hui il l'est pour les descendants des précolombiens. Le cacao accompagnait bien des rites et permettait aux chamans de communiquer avec le monde des esprits. La boisson accompagnait les défunts dans l'au-delà et encore aujourd'hui, il arrive de jeter des fèves de cacao dans le caveau de la personne décédée. Il existe de nos jours des cérémonies du chocolat, un mélange de cacao, d'épices et autres plantes. Un rituel dit chamanique, où le cacao est roi, accompagné par de la musique pour travailler sur les traumatismes et les blocages. Une cérémonie très appréciée, notamment dans les cercles de femmes. Le cacao fut rapporté et introduit en Europe par Cortés en 1528. L'amertume et le goût fort du cacao n'a eu que peu de succès jusqu'à ce qu'on le mélange à du sucre et à du lait. Le chocolat est né. D'ailleurs, le mot chocolat vient de chocolate, le nom aztèque donné à la boisson par les précolombiens. Dès son arrivée en Europe, le cacao fut catalogué comme aphrodisiaque. Casanova d'ailleurs le préférait au champagne. Le chocolat va longtemps diviser l'Église, dénoncé au XVIIe siècle comme la cause d'un embrasement des passions. À cette même époque, Madame de Sévigné disait « Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes ». Sous Louis XVI au XVIIIe siècle, ce sont les pharmaciens qui vendaient les chocolats considérés à l'époque comme médicinaux. Mais que contient le cacao pour être à l'origine d'autant de mythes et de vérités? Ce sont les graines logées dans une cabosse, le fruit du cacaoyer, qui sont consommées après avoir subi une double fermentation, un séchage, plus une torréfaction. 10 cabosses donnent 1 kg de graines fraîches. Après les multiples étapes nécessaires à la transformation, de la pâte de cacao, de son raffinage et de son conchage, on obtient 500 g de chocolat noir à 70% en tablette, composé de pâte de cacao, de sucre et de beurre de cacao. La fève de cacao renferme de la théobromine, 5 fois plus que dans le café, mais contient très peu de caféine. Elle contient aussi des lipides, des protéines, des phénols et des vitamines du groupe B ainsi que la vitamine E. Beaucoup de fer aussi. Le cacao contient un neurotransmetteur qui va agir sur les mécanismes de la mémoire, de l'humeur, la régulation de l'appétit et le contrôle de la douleur. Le cacao a aussi un léger effet diurétique et la présence d'anandamine, la molécule de la béatitude, peut induire quelques effets euphorisants et anxiolytiques. Il peut provoquer aussi une forme d'addiction lors de la consommation excessive de chocolat. Le chocolat est un allié minceur, oui, tu y as bien entendu.
30 g de chocolat noir à 100% est un excellent coupe-faim qui en plus régule la glycémie. Ça aide aussi à se déshabituer du sucre. Le problème est que très peu de marques savent confectionner une tablette de chocolat noir 100% qui n'a pas le goût du charbon. Je le sais, je les ai toutes essayées. Après moult recherches et dégustations, j'ai enfin trouvé le fabricant artisanal qui en propose à très bon prix, doux et fondant, rassasiant aussi. Si tu veux connaître la marque, viens me poser la question sur Instagram en messagerie privée. Je me ferai une joie de te donner les 2 marques que j'ai découvertes, donc qui font un très bon chocolat noir à 100%. Revenons au cacao, il contient aussi du tryptophane. C'est un précurseur de la sérotonine qui lui confère des effets antidépresseurs. Mangeons du chocolat comme Jeanne Calment qui disait en consommer jusqu'à 1 kg par semaine et elle vécut plus que centenaire. Mais plus sérieusement, la consommation de chocolat noir après un repas en remplacement d'un dessert, c'est d'ailleurs ma petite recette secrète pour supprimer mes envies de sucre, ou vers 16h-17h, à l'heure du goûter, c'est le meilleur moment pour synthétiser la sérotonine. Et ceci est valable pour tous les aliments riches en tryptophane comme la banane, les fruits secs, les amandes et les noix, cajou et la noix de coco ainsi que la cacahuète. On peut très bien imaginer un goûter où on combine tout ça, du chocolat noir avec un petit peu de banane et quelques noix de cajou par exemple. On peut manger de 10 à 100 grammes de chocolat noir, le plus noir possible, à condition qu'il soit très très peu sucré, et par jour. Le beurre de cacao, quant à lui, est très utilisé en cosmétique et aussi dans la fabrication de suppositoires, puisqu'ils font complètement à 37 degrés. En phytothérapie, la plante entière a des vertus antitumorales et antioxydantes. Et enfin, il existe une teinture mère de graines de cacao, mais très peu usitée. Dommage. On peut mélanger les 3 plantes racontées aujourd'hui. Imaginons un gâteau chocolat matcha aux graines de café ou une glace chocolat café à l'infusion de thé vert. Les associations sont infinies. À ta santé et à ta créativité. Je t'invite à découvrir quelques recettes fétiches sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Je te rappelle qu'aucune de ces informations ne peuvent se substituer à un avis auprès d'un professionnel de santé. Il ne s'agit que d'astuces pour petits mots du quotidien et dans tous les cas, demande conseil à ton médecin ou à ton pharmacien. Merci pour ton écoute jusqu'ici et si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en Herbe. Tu y trouveras plein de recettes et de rituels à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Il y a aussi un lien dans ma bio donc du compte Instagram Magie Verte pour t'abonner à la newsletter de Sorcière en Herbe et ainsi ne manquer aucun épisode. Les prochains numéros et derniers de la saison 2 seront consacrés à des arbres fruitiers de la Méditerranée, dont on consomme les fruits, les fleurs et parfois les feuilles et même les bourgeons. Leur nom fleure bon l'été, la mer et le soleil. Il ne manquera plus que des cigales. À bientôt!